Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Par devoir de mémoire, par fidélité au serment des Chouhada, de notre glorieuse guerre de libération nationale et de la résistance héroïque contre le colonialisme français, l'Algérie commémore chaque 18 février la journée nationale du Chéhid. Commémoration qui se veut aussi une reconnaissance des énormes sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa souveraineté nationale. À l'occasion donc de la commémoration de la journée du Chéhid, nous évoquons aujourd'hui avec Ammar Belkhouja le sacrifice énorme de certains Chouhada pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Monsieur Ammar Belkhouja, faut-il le rappeler, est un journaliste et un auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale et sur les exactions du colonialisme français d'une manière générale. Monsieur Ammar Belkhouja, bonsoir et bienvenue dans le dossier de la mémoire. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de contribuer à des émissions qui ont des attaches à remémorer un peu tout ce passé glorieux et plein de sacrifices de notre peuple, de son avant-garde, pour que notre pays accède à sa souveraineté, à son indépendance. Et son indépendance. Je profite de cette rencontre pour présenter mes amitiés et ma sympathie à toutes celles et à tous ceux qui suivent cette émission. Et c'est important que la mémoire soit toujours entretenue pour que nous gardions des souvenirs sur ce sacrifice du peuple algérien, des militants, ceux qui ont contribué au déclenchement de l'insurrection et tous ceux qui sont morts, les armes à la main ou victimes de représailles pour qu'on accède à juillet 62 pour dire c'est le glas qui a sonné à l'empire colonial et ce glas a sonné en Algérie. Le glas de la fin, donc oui, du colonialisme français, oui, de l'Empire français. 32 années absolument. Donc d'exaction, d'enfumade, d'expropriation, de torture, d'émulation. Absolument. Le peuple algérien a su relever à chaque fois le défi en résistant d'une manière héroïque à l'un des colonialismes les plus barbares. 1832-1962, voilà une période jalonnée de massacres collectifs et de massacres individuels. Mais avant d'entamer un peu dans les détails ces étapes peu glorieuses de la France coloniale, nous sommes interpellés, la mémoire, elle est interpellée pour citer des symboles. Oui. Et moi, en de telles circonstances, je citerai deux personnages qui, de leur vivant, ont séduit et ont subjugué l'esprit de leurs compatriotes. Je veux citer Mohamed Belouizdad et je veux citer Ditouche Morat. Je commencerai par Mohamed Belouizdad, le premier responsable de l'organisation spéciale. Organisation spéciale qui devait préparer... Organisation spéciale qui a été créée le 18 février. Oui, 1947, à l'issue du congrès du PPMTLD. Et c'est Mohamed Belouizdad qui va désigner à la tête de cette organisation. Il va déployer des efforts exceptionnels pour la mise en route de cette organisation. Et je dirais que Belouizdad est mort en 1952. Je dirais, Monsieur Arabe, qu'il est mort d'épuisement, d'épuisement pour ce pays, et se consacrer corps et âme, pour sensibiliser, pour mettre en route un peu, pour éveiller la conscience nationale et pour aboutir un peu à la mort va le surprendre en 1952. Le deuxième personnage, c'est Ditouche Morat. Ditouche Morat est aussi une figure qui a beaucoup séduit un peu les compagnons d'armes et de lutte, je veux dire de lutte pendant la préparation politique de la préparation de novembre. Ditouche Morat, il va lui aussi
se distinguait par un sentiment élevé du patriotisme. Et quand il va être désigné à la tête de la zone 2, qui deviendra Wilaya 2, historique, oui. Il va commencer par dire ceci, que si nous venions à mourir, n'oubliez pas de défendre notre mémoire. Ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est défendre la mémoire? C'est une dette morale qui n'est pas trop difficile. Et c'est une émission comme celle-ci, ça, c'est une interpellation de M. Ditouche Mourad pour nous dire entretenez cette mémoire. De tous les chouhada, exactement. Alors, pour revenir un peu sur le passé peu honorable, passé ignoble, je dirais ignoble, pourquoi pas? J'aimerais donc souligner quelque chose de dramatique donc, qui a marqué toute la colonisation, c'est que la France a expérimenté toutes les méthodes d'extermination, toutes les méthodes de torture. L'Algérie était donc un vaste laboratoire affreux où les Algériens se faisaient tuer, massacrer, torturer. Les Français ou le régime colonialiste est parti d'un principe. Dès le déclenchement de la guerre de libération, dès le 1er novembre, c'est tout un appareil qui va être mis en mouvement dans l'espoir de neutraliser l'insurrection. Tout à fait. Au départ, ils étaient un peu surpris, ils n'arrivaient pas à comprendre que le moment était venu, la gestation a fait son bout de chemin pour que novembre va être l'ultime sursaut, l'ultime combat pour vaincre et détruire un système hideux. Alors, tout va être mis en mouvement. Mouvement, c'est que la torture va persister depuis 1954 à 1962, torture qui va être une méthode destinée à semer la terreur dans les milieux nationalistes et chez la population. La torture va être accompagnée sur incitation haineuse des colons qui vont faire exécuter le vœu par Robert Lacoste. Lequel Robert Lacoste, comme Soustelle d'ailleurs, ce sont des partisans de la violence, de la torture, des exécutions. Ils vont l'influencer, ils vont le mettre dans cette position à laquelle il était favorable, de mettre en mouvement la guillotine. Et avant la guillotine, c'est que ces milieux colonialistes, avec la hargne et le zèle de Robert Lacoste, en tant que gouverneur général ou ministre résident, c'est la mise en application des pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, en mars 1956, le Parlement français, sous la direction politique de Guy Mollet, un pouvoir socialiste entre les guillemets, ils vont voter les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, ça a été une aubaine pour la police, surtout pour l'armée, surtout pour les parachutistes, de se permettre de tous les abus. Alors, les camps de concentration, la guillotine qui va être inaugurée, entre guillemets, par Hamida Zabana. Nous allons y revenir sur donc, les différentes méthodes, l'acharnement de l'armée française dès les premières heures du colonialisme contre les Algériens. De la guerre de libération de 54-60, bien avant. Bien avant. Il y a donc un dispositif d'extermination qui a été mis sur place en Algérie. Il y a une caractéristique importante dont s'est distingué le colonialisme dès qu'il a foulé le sol algérien. C'est le massacre collectif. Ouais. Et ce massacre collectif, il est destiné à exterminer des tribus entières. Et il va commencer très tôt. 1830, le 27 novembre, plus exactement, 1830, c'est Clausel qui va diriger un massacre collectif contre la population de Blida. Vous voyez, à peine entré dans ce pays, à peine entré, je dirais, conquis par la violence,
37 000 soldats ont débarqué en 1830 à Sidi Ferruj. 1832, 2 ans après, c'est le duc de Rovigo, le gouverneur général de l'Algérie, qui va ordonner le massacre de la tribu des Aoufia à Maison Carrée, actuellement Al-Harrach. Au milieu de la nuit, c'est un assaut qui va être donné contre des femmes, des enfants, des vieillards, et on va les passer au fil de l'épée. Près de 250 ou 300, on n'a pas le chiffre exact, mais toujours est-il que c'est encore un massacre collectif. Oui, toute la tribu était massacrée. Massacrée, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Mais absolument rien. On va trouver des prétextes, on va construire des prétextes pour justifier cette action maléfique. Et puis, ça va continuer. Et puis celui qui va donc, c'est l'équipe du sinistre Bugeaud qui va donc. Bugeaud, là, oui. Il va mener une guerre contre la population algérienne, donc sans distinction. Bugeaud, d'abord, il est venu une première fois en 1836. Il s'est essayé, je dis bien, pour un peu comment se comporter ce jeune homme, l'émir Abdelkader. Et on va le retrouver dans la bataille de la Sikak en 1836. Ouais. Il va retourner chez lui et on va lui confier dès 1841 d'être gouverneur général de l'Algérie. Mais de 1830 à 1841, l'année de sa désignation, il y a toute cette étape où l'émir Abdelkader a donné du fil à retordre à l'armée d'invasion. Et ils ne sont pas parvenus à vaincre ce jeune homme, stratège, militaire, constructeur d'un État, en même temps qu'il se battait sur le front militaire, armé. Il mettait en place les assises d'un véritable État national. Bugeaud, il va réfléchir à une méthode. C'est celle de la politique de la terre brûlée. Il va donner des instructions à tous les officiers subalternes qui vont s'engager dans une destruction systématique de l'homme et des biens. Quand je dis l'homme, c'est les massacres collectifs. Quand je dis biens, c'est les razzias. Et on va dépouiller des tribus entières de leurs biens. Dans quel but? Dans le but de détruire l'assise économique de soutien à la guerre d'opposition aux Français. Alors l'idée, elle est bien conçue. Hein. D'abord la terreur, le massacre collectif et aussi la destruction de la base économique de l'émir Abdelkader, la collecte des impôts. Et puis les razzias étaient accompagnés de viols, de meurtres, d'assassinats collectifs. Ben oui, les prisonniers, on faisait des chantages aux officiers de l'émir. Quand on arrive dans une région donnée, on pille, le pillage systématique. Mais aussi on enlève des enfants et des femmes. Et on fait du chantage aux Algériens que vos femmes sont entre les mains. Il est temps de vous désolidariser du combat de l'émir Abdelkader. Ça va continuer avec les enfumements du Tahra, ça va continuer. Les mutilations, Ammar Belkhodja. On mutilait les corps des Algériens. Oui, ce qui est ignoble, ce qui ne fait pas honneur à la France coloniale et aux dirigeants qui vont se succéder depuis le royaume jusqu'à la République. Rien ne va changer finalement. C'est la décapitation. Oui. La mutilation, la décapitation des corps, des cadavres. Je prends le cas de Ben Allal. Ben Allal, l'un des plus valeureux khalifas de l'émir Abdelkader, mort au combat à l'âge de 29 ans. Les Français vont le décapiter et vont offrir sa tête au général Bugeaud pour lui dire voilà, un trophée, un trophée macabre, un trophée macabre, voilà. Bugeaud va faire exposer la tête de Mohamed Ben Allal ou Sidi Mbarak de l'Qali'a, il était khalifa de Miliana. On va déposer sa tête pendant 3 jours pour la donner en spectacle macabre aux populations et pour leur dire voilà, votre khalifa, l'adjoint, le khalifa de l'émir, voilà, il est tué, regardez, c'est sa tête.
La décapitation va continuer, l'exposition des corps vont continuer pendant la guerre de libération. Et après, il y a un autre procédé, c'est le bannissement, la déportation des Algériens. Là aussi, ce sont des pages, disons, méconnues, mais à la suite d'une série télévisée réalisée par notre confrère Saïd Olmi. C'est la déportation. Il a traité de la déportation des insurgés contre la France coloniale et la déportation vers la Nouvelle-Calédonie. Oui. Mais il a encore réalisé un document important, c'est la déportation d'individus accusés de meurtre, de droit commun, ce qui n'était pas juste, mensonger, vers la Guyane. Vers Cayenne. Oui. Vers Cayenne. Donc voilà un peu, je crois que l'histoire écrite, oui, elle doit encore s'engager dans l'investigation pour relater un peu ce déracinement de tribus, de personnes. On parle d'ailleurs de plus de 5 millions de morts rien qu'au XIXe siècle. Donc, effectivement, c'est devenu un peu le leitmotiv de l'armée française, depuis Bigeot jusqu'à Bijar, jusqu'à Massu. Des millions de morts jusqu'à... Oui. Alors, vous avez évoqué la guerre de libération nationale. Il y avait ce procédé infâme qui consistait à exposer les dépouilles des chouhadas, donc sur la place du village pendant et ça a commencé au XIXe siècle. Ça a commencé, bien sûr, oui. Notamment après la bataille des Aachas. Oui, Rebel, général rébello-colonel à l'époque, hein, dans un campement. Ouais. Il dresse sa tente, et tout autour de la tente de ce général ou cet officier supérieur de l'armée française, tout l'entourage de sa tente, c'était orné entre les guillemets par des têtes d'Arabes, par des têtes d'Algériens qui ont été décapitées, des têtes comme ça, en guise de décor macabre. Qu'est-ce que c'est cette civilisation qui désigne un peu ces officiers de l'armée française sous le vocable de la Mauricière, de Bugeaud, c'est-à-dire le DE, de la noblesse. Nous renvoie à la classe de la noblesse française. Ouais. Or, la noblesse française, elle est éduquée dans les mondanités. C'est comme les nazis allemands, hein. On aime la peinture, on aime la musique, on présente un peu ces aspects d'un homme raffiné. Mais dès qu'il foule le sol algérien, il devient le plus pitoyable des criminels. Barbare. Alors, les expositions de corps. Tout à l'heure, vous aviez évoqué un peu les méthodes innovées pour semer la terreur. L'exposition des corps, ça a été aussi une méthode. Parmi toutes les mesures d'exaction contre le peuple algérien en insurrection, qui a résolu de ne pas renoncer au combat jusqu'à l'accession de sa souveraineté. Ça, c'est indiscutable. L'exposition de corps, je citerai quelques-uns, et j'aimerais bien que dans chaque douar, dans chaque cité de ce pays, de ce vaste pays, quelqu'un, un universitaire, une universitaire, s'intéresse un peu à cette méthode d'exposition de corps. Parce que cela s'est passé un peu partout dans le pays. Ouais. Ce que j'ai localisé personnellement, c'est, je prends l'exemple, hein, Rahouia. Rahouia, c'est une ville située au nord de la ville de Tiaret. Oui. En 1958, au mois d'août 1958, le 21 août 1958, eh bien, on assassine trois jeunes. Cheikh Haoui Abdelkader, Missoum et Ben Senoussi. Cheikh Haoui Abdelkader avait 16 ans. L'autre avait 20 ans et Ben Senoussi avait 28 ans. On les assassine en guise de représailles parce qu'on avait jeté une grenade quelques jours auparavant dans la ville de Rahouia. On les attache par les pieds, on les accroche. Un véhicule militaire, à l'époque c'était des GMC, hein, fournis par l'OTAN, hein, de marque américaine, hein, le GMC. Ouais. La Jeep et le GMC, c'est des véhicules américains fournis par l'OTAN au service de la France. On les accroche, les trois corps, sans vie, on les accroche au ridel
du GMC, du véhicule militaire, et sans vie. Et on les traîne partout dans les rues de Rahouia. Et c'était horrible. Ça a été le deuil de cette ville, d'assister un peu à ces méthodes. La profanation des Oui. cadavres. Alors, Rahouia, Barwaguia avait un chef de brigade de la gendarmerie française qui s'appelle Fleury. Et lui, il n'a pas hésité à assassiner les meilleurs enfants de Rahouia, des intellectuels, des instituteurs. 9. Il expose les corps de ces 9 militants dans la rue, à Barwaguia. Je me suis déplacé à Barwaguia et je suis allé au cimetière. Il y a un tombeau collectif de ces Algériens qui sont morts pour le pays. Il y a un tombeau collectif des 9 victimes de Fleury qui se permettaient de se déplacer jusqu'à Alger pour participer aux tortures dans la villa Suzini. Ouais. C'est pour vous dire un peu cette haine, cette haine de l'Algérien, de l'Arabe, parce que la haine, le racisme est un sentiment qui a fonctionné avec le colonialisme. Ouais. Il ne pouvait pas y avoir de colonialisme sans racisme. Ah oui, ça c'est indiscutable. C'est une caractéristique majeure du colonialisme. L'exposition de corps. Oui. À Ammi Moussa. Ammi Moussa, c'était une bourgade à côté de Wedri Hill, dans la région de Rulizan. Oui. On a exposé le corps de Guiton Ali, qui est originaire de Tiaret, qui est devenu chef d'un commando dans la région de Rulizan, qui a donné du fil à retordre aux unités françaises. Il est tué dans un combat, on expose son corps, on terrorise la population pour lui dire « Votre héros, le voici, neutralisé, il est sans vie ». Le Frenda, en plein mois de Ramadan, la police et l'armée vont frapper au domicile de plusieurs familles et ils vont enlever au moment de la rupture du jeûne, au moment de la rupture du jeûne, on va kidnapper, enlever des militants, d'anciens militants du PPMTLD et de l'UDMA, 6, et on va les assassiner par balle et jeter leurs corps, 3 corps à la sortie vers Mascara et 3 corps à la sortie vers Tiaret. Pendant toute une journée, toute une nuit, le matin, lorsque les habitants de Frenda se réveillent, et ils vont trouver des corps de leurs enfants, les enfants de cette ville et les militants de cette ville. Horrible, hein, horrible. Donc, les corps... Les Mahachi. Mahachi, oui, effectivement. Voilà encore un aspect des plus barbares. Hein. Ouais. Non seulement on l'a violenté. Non seulement on tue par l'application de la tristement célèbre corvée de bois. Ouais. On va dire aux militants, aux genoux d'Algériens, aux combattants algériens, prenez la fuite. Allez, prends la fuite. Mais tu es libre. Qu'est-ce que tu attends pour fuir? Et lorsqu'il fait ses premiers pas, il tourne le dos aux militaires, on va lui tirer dans le dos. On va mettre dans les procès-verbaux tentative d'évasion. Enfin, le mensonge le plus... Machi est tué, il est pendu sur la place publique avec 2 de ses compagnons d'infortune. 3 corps pendus le 8 juin 1958, donnés en spectacle. Hein. Des corps pendus, mais ça remonte au siècle obscur. Pas 1958, à l'heure à l'heure où on pensait que la pensée va évoluer, la pensée humanitaire. Et non, ils vont stationner, ils vont camper sur le même comportement du général Bugeaud. Ça va continuer, Mahachi. À Tiaret, c'est devenu une tradition. Hein. En 1957, moi j'avais à peine 16 ans, en 1957, un fidèle est tué. On expose son corps sur la place publique, on met un carton sur lequel on écrit avec son sang « Ainsi meurent les assassins ». Les premiers assassins de l'Algérie, c'est la horde coloniale de 1830. Nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes des fiers enfants de ce pays qui ont brandi les armes pour dire non à la terreur, non à l'occupation, non à l'exploitation, mais nous sommes dignes puisque nous défendons notre liberté. Nous ne sommes pas des assassins. Les assassins sont dans l'autre rive. 1958, 1959, c'est encore des scènes, moi, que je garde dans ma mémoire.
j'étais adolescent, 1959, encore un corps d'un moujahid, Addi Marouf, qui va être exposé, adossé aux murettes d'un kiosque, et on obligeait la population. À l'époque, je suivais des cours de formation professionnelle, et on nous canalisait pour voir le corps, pour voir le visage de ce corps adossé à une murette. Ça va continuer un peu partout. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de faire un recensement et dire un ouvrage qui parlerait des corps, des cadavres exposés. Elle évoque Raphaël Branche. Ouais. Elle évoque ce chapitre dans son livre La torture et la guerre d'Algérie, la torture et la guerre d'Algérie et l'armée française. L'armée française. Il y a beaucoup de points à évoquer. Il y a également donc la machine infernale, la guillotine. Les condamnés à mort l'a surnommé le Hamhama, qui va entrer en action à partir de 1956. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc voilà donc une machine infernale qui va être utilisée pour semer la terreur, notamment au sein des moudjahidines, des fidéines à l'époque. Oui, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que les colons étaient pressés, mais ils étaient pressés d'influer sur le régime colonialiste qui était prédisposé. Hein. Ce n'est pas un régime bien docile, bien gentil, vers lequel les colons veulent imposer leur volonté. Hein. C'est une complémentarité, hein. C'est le système des vases communicants. On partage les mêmes idées, on partage quoi? On partage une absurdité. Celle de dire que l'Algérie est française. Ouais. En mois de novembre, hein, François Mitterrand était ministre de l'Intérieur, il vient en Algérie le 4 ou le 5 novembre et il proclame haut et fort que l'Algérie, elle ne peut être que française. Ça va être repris par Soussel, ça va être repris par Robert Lacoste, ça va être repris par tous les pieds noirs, mais non, elle n'est pas française. Qu'est-ce qu'on va... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une absurdité. On va nous dire, eh ben oui, la France commence de Dunkerque et se termine à Tamanrasset. Et puis la Méditerranée, qu'est-ce qu'on en fait? On fait un saute-mouton? Vous êtes devenus les spécialistes du saute-mouton. Mais il y a toute une mer qui sépare le continent européen du continent africain. Ah, ils vous disent, oui, mais la France commence de Dunkerque à Tamanrasset. C'est comme la Seine qui traverse Paris. Et ils vont accélérer ce vœu de mettre la guillotine en mouvement. Et effectivement, le 19 juin 1956, c'est Hamida Zabana qui va inaugurer cette sordide machine de décapitation des êtres humains. Elle a été conçue par un docteur, je crois que c'était le docteur Guillotin, la guillotine a pris son nom. C'est une machine qui va servir à décapiter les résistants. Elle va commencer avec Hamida Zabana. Elle va continuer. On va totaliser plus de 200 décapités. En majorité des jeunes. Hein, qui n'avaient pas dépassé 30 ans. Hein. Reza Hamida avait 19 ans. Quand il a été décapité en 1957. Alors Hamida Zabana, laquelle guillotine? Laquelle lame de la guillotine? La lame de la guillotine pèse 1 quintal. Quand elle est actionnée, elle tombe brutalement. On ne pouvait pas. Et comme par hasard, et comme par miracle, cette lame qui pèse 1 quintal s'est arrêtée à quelques centimètres de la tête de Zabana. L'avocat Mahmoud Zertal, qui a dit, ah ben oui, mon client, entre les guillemets, le militant, n'est pas mort à la suite de la première action. La peine doit être commuée en peine perpétuelle, en emprisonnement perpétuel. Ça, c'est la tradition qui le dit, hein, c'est pas Maître Zertal. Ils se sont acharnés, ils disent non. On appelle un peu les autorités, la cause compris, hein. On va l'actionner une deuxième fois. C'est raté. Elle s'arrête encore à quelques centimètres de la tête de Zabana. On l'actionne une troisième fois pour que la tête de Zabana, le corps de Zabana soit décapité de sa tête. Ça va continuer. Je citerai, si vous permettez, c'est Hassan Arabe, un autre décapité en mois d'avril 1958. C'est Talib Abdelrahman. Oui.
Lequel Talib Abdelrahman? C'est là, tout à l'heure, vous avez dit, oui, le combat des Algériens, le martyrologe et le sacrifice. Et cette prédisposition au sacrifice, nous n'avions pas peur de la mort. Et Abdelrahman Talib, pendant son procès, il va répliquer aux juges militaires pour leur dire, oui, je sais, la guillotine a commencé en 1956 avec Zabana, elle continue. Je vais être décapité, je vais être condamné à mort et décapité. Je le sais. Mais je tiens à vous dire, ça c'est important, ça a un peu déstabilisé aussi bien le tribunal que les pieds noirs que les journalistes, que les pieds noirs qui étaient dans la salle. Il leur a dit ceci, c'est arabe, que la guillotine pour nous représente ce que la croix représente pour vous dans les églises, les cathédrales et les chapelles. Autrement dit, là, ça n'a pas plu aux magistrats que la guillotine soit assimilée, soit comparée à la croix. Pourquoi la croix? Parce que dans le dogme chrétien, Isa ibn Maryam, dans le dogme chrétien, a supporté la croix pour faire endosser, pour accepter d'endosser les péchés de l'humanité. Talib Abdelrahman voulait leur expliquer que cette croix que nous comparons à la croix de l'Église, cette guillotine, elle est chargée de vos péchés. Ça, c'est très important. Encore le dossier de la guillotine qui doit être ouvert pour que les historiens, que nos jeunes universitaires consacrent un ouvrage avec toutes les déclarations honorables, glorieuses, courageuses devant les tribunaux. Ça, c'est important. Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à nos martyrs, c'est justement travailler un peu sur leur courage devant les tribunaux français d'Alger, la rue Cavaignac. Mais la rue Cavaignac, c'est tous les jours on faisait le procès des Algériens. Et il faut que l'histoire en parle, il faut que les historiens en parlent. Les procès de la rue Cavaignac. Et là, on verra défiler des femmes aussi courageuses que les hommes, des femmes qui ont tenu tête à leurs juges pour leur dire nous sommes dans la bonne voie, pas vous. Vous êtes dans la voie la plus inacceptable parce que vous avez osé coloniser un pays qui vous a... Alors, on a assassiné par la guillotine, on a brûlé des gens, Chalumeau, je pense à c'était dire, hein, donc, fondateur de l'Union. Là, effectivement, merci de me l'avoir rappelé. À qui vous avez fait un livre d'ailleurs. Hein? Oui. Je devais en parler pendant que j'évoquais les deux personnages, Tidouche Morad et Mohamed Blouizdad. Il y a une autre figure du nationalisme algérien et du sacrifice, un symbole qu'il faudra honorer et respecter, c'est Aïssat Idir. Aïssat Idir, arrêté, il va séjourner dans plusieurs camps de torture. Il va être torturé à mort. Et pendant que la justice coloniale, bruit-voix, elle avait innocenté, il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. Au moment de sa libération en 1959, il est kidnappé. Par les parachutistes. Par les parachutistes d'Yves Godard. D'Yves Godard. Il va être kidnappé, torturé une nouvelle fois, et torturé au Chalumeau. Il va périr sous des brûlures atroces infligées parmi les sbires de Godard. Lequel Godard? On va le retrouver dans l'OAS. Beaucoup d'officiers français qui ont servi l'armée française pendant Guy Mollet ou pendant De Gaulle vont être les promoteurs et les créateurs un peu de l'OAS. Ils vont continuer dans le crime. Ils vont continuer dans le crime. Puisque vous évoquez l'organisation terroriste, l'OAS, on doit rappeler qu'ils ont même qui ont semé la mort dans toutes les villes et les villages algériens. Absolument. Ils sont allés même jusqu'à chercher des prisonniers pour les faire assassiner ensuite. Je pense au shahid Hamdani Adda. Oui. Alors, la guillotine, le GPRA, à partir de 1958, l'Église, quelques clercs de l'Église n'ont pas accepté l'utilisation de cette méthode, l'utilisation de la guillotine.
toutes les forces de progrès ont rouspété, ont dénoncé l'emploi de cette méthode. Oui. On l'a suspendu en 1959, mais on a continué à exécuter par des pelotons d'exécution. Oui. Avec l'avènement de l'OS, il n'avait pas adhéré à la suspension de la guillotine. Et la suspension de la guillotine, la suspension de... pas de condamnation à mort, de la guillotine. Et Bugeaud, pas Bugeaud, pardon, Edmond Jouot, l'un des 4 généraux dissidents du général de Gaulle, qui avait la responsabilité de l'Oranie. Oui. Il a donné d'ordre à un commando OS de 4 ou 5 personnes, ceintures, déguisés en gendarmes, qui vont aller à la prison d'Oran. Une sinistre prison. Une sinistre prison, comme toutes les prisons d'Algérie, destinée à recevoir 1000 prisonniers. Elle va être surchargée de 2000 prisonniers. Hein. Alors imaginez un peu les conditions d'hygiène engendrées par cette promiscuité, par cette atteinte aux droits de l'homme. Ils vont se présenter comme gendarmes et ils vont kidnappé de la prison avec la complicité du directeur de la prison, Hamdani Adda, un ancien officier de l'ALN, oui, qui a été arrêté en 1959. Et le 12 janvier 1960, il va être kidnappé avec 3 de ses compagnons et brûlé vif par l'OS. Mais depuis 1830 jusqu'à 1962, et l'OS n'est qu'un appendice de l'armée française, puisque tous ces dirigeants, Raoul, Salon, Edmond Jouot, Charles, tous ces officiers ont servi la République française. Et puis, ils vont continuer à servir l'OS. On parle de l'OS, il y a toutes ces femmes anonymes qui ont été assassinées, donc entre février et juin 1962, par l'OS toujours. Oui, ce qui est horrible et indigne c'est qu'à Alger, il y a la journée des femmes de ménage. Ouais. On n'a pas hésité à kidnapper de vieilles dames, de vieilles femmes qui gagnent leur vie en faisant les ménages chez autrui, chez certaines familles françaises. On n'a pas hésité à les assassiner. Hein. On n'avait pas ni personne, hein. ni les intellectuels, ni les avocats, ni... Moulay Firaoun a été victime un peu de cette lâche attentat contre contre des enseignants. Vous avez évoqué les avocats, c'est un exemple. Donc, Boumendjel, Ali, oui, il était terrible. Comment Ali, il y a tant de choses à dire, tant de cas à citer. Oui. Ali Boumendjel, un avocat kidnappé, arrêté par les Français, qui va subir les atrocités les plus abominables, va être jeté du 6e étage d'un immeuble à El Biyar. Jeté du 6e étage et accusé de s'être suicidé. Comme on a accusé pendant tout le mois de mars, mars 57, comme on a accusé Mohamed Larbi Ben Mehdi de s'être suicidé. Qui a été arrêté en février et exécuté en... Mais le mensonge colonial, c'est une tare qui a accompagné les Français depuis leur invasion en 1830 jusqu'en 1962. On a toujours la torture. La torture, on a beau la cacher, c'était pas possible. On a beau dire les politiques français, les civils français, soutenaient l'armée française dans la torture, mais ne l'avouaient pas publiquement. Ils disent non, on n'est pas au courant. Mais vous êtes au courant. L'armée française ne pouvait pas se permettre de prendre des initiatives sans l'accord des politiques français. Amar Belkhoujia, qu'est-ce qui justifie cet acharnement, cette parce que cette terreur donc Non, il y a un indice très important, c'est que on méprisait la population dans son ensemble. Ouais. Mais aux intellectuels, on réservait aussi un autre comportement. C'est encore le mépris, parce qu'on a en face de nous, les Français avaient en face d'eux des intellectuels algériens aussi cultivés que. Je prends un autre exemple.
que j'ajouterai à Ali Boumendjel. Oui. C'est celui de Jamal Amrani. Oui. Jamal Amrani, c'est un poète. Oui. Poète qui était le beau-frère d'Ali Boumendjel, Oui. la sœur de Jamal Amrani. Et sa sœur, c'était l'épouse de c'est Melika, l'épouse de Ali Boumendjel. Lui a été suspecté d'avoir collaboré avec son gendre. On l'arrête. Le mépris de l'intellectuel. On a méprisé le paysan, mais aussi l'intellectuel. Pourquoi l'ont méprisé? Parce qu'ils avaient en face d'eux un homme cultivé. Amrani est un homme de lettres. Pour l'humilier, on lui disait, tiens, il y a parmi nous un intellectuel, allez, cite-nous des extraits, hein, je ne sais pas moi, de Baudelaire ou, ou de... Pas pour le respecter, d'avoir emmagasiné les lettres françaises, c'était pour l'humilier. Hein. Ah tiens, un intellectuel, citez-nous. On a dit Mohamed Al-Ammari, oui. Allah yarhamou. Lui aussi, on lui dit, ah tiens, un artiste, allez, chante-nous Bambino de Dalida, allez. Ça, c'est le mépris de l'artiste. Ali Machi était un artiste. Exactement. Le mépris de l'artiste, le mépris de l'intellectuel. Comment aujourd'hui des Algériens se sont élevés à un certain niveau? C'est-à-dire toutes les couches de la société algérienne. Absolument toutes. On subit les affres. Donc, pour les femmes, beaucoup de femmes. Oui. Beaucoup de femmes. Aujourd'hui aussi, il faut rendre hommage à la femme algérienne, la paysanne algérienne aussi, qui a joué un rôle très important dans la continuité de ce combat. Mais il y a aussi des Algériennes d'origine française. Oui. Il y a eu Raymond Péchard, assassiné lâchement par les Français. Oui. Il y a eu chez nous Marie-Claire Boyer, assassinée par les Français parce que sa ferme avait servi de merkez à la Hélène. Raymond Péchard était accompagné d'assassinés en même temps que ses compagnons qui traversaient depuis la Wilaya 3 les Babor pour aller jusqu'en Tunisie, interceptés par l'armée française et tués lâchement parce qu'ils n'avaient pas d'armes pour se défendre. Voilà un peu, quand je parle de Raymond Péchard et de Marie-Claire Boyer en tant que martyrs de cette cause, une émission peut-être viendra où on citerait toutes ces femmes françaises ou je reviens à ma question. Pourquoi cet acharnement, Ammar? Qu'est-ce qui justifie toutes ces horribles exécutions? C'est pour permettre la survie. Je dis bien la survie, hein, parce que l'histoire était en marche, le mouvement national était en marche depuis les années 20. Il y a toute cette tranche d'histoire d'une trentaine d'années de mouvements politiques, hein, toute formation confondue. Depuis le PPMDLD, le PCA, le tout ça, ça bouillonnait, ça activait. Hein. L'acharnement, c'est pour la survie. Parce que le moment était venu, hop, l'empire colonial est à l'agonie. On n'avait pas accepté cette agonie. On a mis tous les moyens possibles et imaginaires pour que l'empire colonial ne meure pas et garderait les souvenirs de l'empire. C'était l'Algérie. Parce qu'on a accepté de décoloniser, entre les guillemets. Oui. Ce mot, ce concept, il faut encore le réétudier pour dire qu'ils n'ont pas décolonisé de leur propre gré. Ouais. La colonisation a été faite par la violence pour l'Algérie. Hein, je parle de l'Algérie. Exactement. Elle se termine par la violence. Par la violence des Algériens, justifiée par l'injustice. Il y a le docteur François Fanon qui théorise un peu sur ce choix. Avec Omar Carlier, avec Mohamed Larbi Ibn Midi, avec Abel Ramdan, avec la justification d'un opprimé dans l'utilisation de la violence. Parce qu'il y a un discours pernicieux. Ceux qui veulent mettre sur le même Voilà, oui, non, il faut discerner. L'agresseur et l'agressé. Oui, il faut discerner les choses, il faut combattre le mensonge, et il faut combattre cette comparaison mal à propos,
pour leur dire non, attention, l'agression est illégitime de la part du colonisateur, mais l'utilisation de la violence et la riposte des Algériens, elle est légitime. L'autre, elle est illégitime. Elle porte atteinte aux droits humanitaires, porte atteinte à la souveraineté d'un peuple. La réaction ne pouvait être... Et puis le discours de la paix a été entretenu par les différents mouvements politiques algériens pour leur dire il y a de la place pour tout le monde. Reconnaissez un peu nos droits en tant que citoyens algériens propriétaires de ce territoire. Il y a eu des tentatives de dire le shaitan, soyez raisonnables. Et non, on n'accepte pas la raison. Le colonialisme n'accepte pas la raison. Notamment après les massacres de Sétif, Guelma et Kharata. Encore un drame. C'est des milliers de chouhada qui vont tomber en moins d'un mois. Oui, effectivement. Voilà. Encore un drame, encore un massacre collectif au XXe siècle. Qui fait suite au massacre collectif du XIXe. Mais le massacre à Sétif, Kharata ou Guelma, mais comment a-t-on pu justifier ces actes abominables? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a capitulé au mois de juin 1940 avec Pétain. Ouais. Pétain qui s'est mis sous la botte du nazisme, il a accepté de ne pas s'opposer au nazisme. De Gaulle a lancé l'appel à partir de Londres. Et quand les alliés américains, soviétiques et les tirailleurs algériens, on oublie cette page, que les tirailleurs algériens ont participé à la libération de la France sous le pétainisme et sous le nazisme. Le 8 mai 1945, c'est la fête. C'est la fête partout, dans toutes les capitales occidentales, sauf chez nous. Le 8 mai 1945, il est commémoré dans la joie parce qu'on venait de libérer l'Europe du joug nazi, mais nous, ça va être le deuil. Ça va être le deuil. On va déclencher une guerre contre un peuple désarmé. Je reprends la formule que nous lègue le docteur Abdelaziz Khalti dans un opuscule, le problème algérien devant la conscience démocratique française. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites la guerre? Vous mobilisez les avions, les bâtiments de guerre, la milice, la milice haineuse aussi, la milice également, les tirailleurs, les tabords. Celle de Guelma a été dirigée par un grand raciste, c'est le sous-préfet André Achari. Et Abdelaziz Khalti, dans cet opuscule, dont le contenu est très important et édifiant, il leur dit, oui, nous comprenons un peu votre comportement. C'est que vous allez, par le massacre des Ouled Guelma, Ouled Stéf, Ouled Kharata, vous avez voulu acheter un héroïsme à bon marché. À bon marché, pourquoi? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez rien fait comme acte héroïque, à part quelques poignées de résistants avec... sinon, toute la France était pro-vichyste. Acheter un héroïsme à bon marché, cela veut dire que vous n'avez pas prouvé votre honneur de défendre votre pays avec un héroïsme justifié et honorable. Vous êtes vengé sur le peuple algérien. La torture pendant la guerre d'Algérie, c'est aussi une manie de gagner la guerre par le renseignement. Et pour une guerre qui a été entamée en Indochine. Et puis après. En Indochine, je reviens en Indochine, justement. Merci, M. Arab. La torture comme institution en Algérie. Je dis institution parce qu'elle avait des écoles de formation, innovées par Bijar. L'une à Arzeux et l'une à Skikda. On apprenait aux soldats français, aux officiers français, comment torturer. Et on
on mettait à leur disposition les moyens de torturer, tout un arsenal, tout un outillage de faire souffrir l'Algérien. Alors, pourquoi la torture? Ben oui, il faut que l'historien ou le sociologue fasse des interprétations justes et lucides. C'est parce qu'on a voulu tout simplement laver l'affront de la défaite de Dien Bien Phu. Alors, défaite à Sedan, défaite 39-45, défaite sur défaite, défaite en Indochine, en face de Giap et en face de Ho Chi Minh, et l'Algérie. Ah, l'Algérie, il faut qu'on tienne le coup, hein. Tienne le coup, il faut qu'on venge les affronts, on va les venger par la torture. Et la torture va être une sorte de raccourci pour terroriser la population algérienne, pour faire... Et il évoque un peu ces pages sombres de la torture. Il vous dit que la torture en Algérie, pendant Massu, Godard, Trinquier est devenue à l'échelle industrielle. Ouais. Si bien que, au CRS vous dit ceci, il y avait trop de suspects, trop de félagas, on ne pouvait pas les faire comparer devant la justice qui était très lente. On déplorait la lenteur de la justice, alors que la justice était aussi coloniale que l'armée. C'est un appareil qui fonctionnait au niveau de toutes ces idées coloniales. Eh bien, parce qu'ils étaient pressés. Votre question, elle est pertinente. Pourquoi? Mais oui, ils étaient pressés de gagner la guerre par le renseignement, par les camps de concentration, par la torture, On a voulu... par la torture pour... On a voulu laver l'affront de... Laver l'affront de Dien Bien Phu, laver l'affront de Dien Bien Phu, mais aussi pour... ils étaient un peu gênés par la mobilisation générale. Hein. Oui. Population, femmes, paysannes, femmes européennes... Et la justice qu'ils ont considérée comme très lente, par Ossares et consorts, eh ben, Paul Teigen, secrétaire général de la police préfectorale, a déploré 3000 disparus. Oui. 3000 disparus parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que les camions arrivaient tout pleins dans les centres de torture à côté d'Alger, là, aux banlieues, hein, les banlieues d'Alger, Harrach, Beni Messous, camions tout pleins, on n'avait pas le temps de les faire instruire par un juge d'instruction et de les faire comparer devant un tribunal militaire. Ah bon, on les assassinait et leur destination, c'était la fosse commune. Ouais. C'était la fosse commune. Voilà un peu la réponse à la question pourquoi. Pourquoi? C'est sauver l'empire colonial qui lui restait, la conquête de 1830. Et aujourd'hui, s'il y a une approche à faire, et si nous parlions, puisque nous sommes le 18 février, ouais. La journée du martyr, ben, nous disons que 1 500 000 de martyrs, c'est aussi sur le compte des autres pays colonisés. C'est l'Algérie qui a payé par ce grand sacrifice pour que les autres jouissent de leur liberté. Si vous permettez un peu cette approche. Et ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Ammar, d'avoir donc évoqué le martyr des Algériens pendant les 132 ans. C'est toujours un plaisir d'être en votre présence. Gloire éternelle. Oui, absolument, absolument. Et il y a des pages sur lesquelles on ne pouvait pas s'attarder, c'est la diplomatie algérienne, oui. Qui a joué un rôle fantastique. Exactement. On a mis en échec la diplomatie française, on a mis en échec l'armée française. Elle était lassée de faire continuer la guerre qui devait se terminer par la souveraineté du pays. Encore une fois, merci. Je tiens à remercier également l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée.